Bonjour tout le monde et bienvenue à ce cours de physique mise à niveau. Aujourd'hui, on commence l'étude de la section sur la propagation de la lumière, en fait. Euh, à date, on avait étudié beaucoup la mécanique. Là, on va laisser de côté la mécanique puis on va se concentrer sur l'optique. Donc, on va étudier, comme je disais, là, comment est produite et comment se propage la lumière dans notre environnement. Évidemment, euh, si vous suivez dans les notes de cours, on vous dit vous allez voir le cours aujourd'hui, quand même un cours qui va être plutôt descriptif. Il n'y aura pas une tonne de calcul à faire, particulièrement au début. Euh, Pourquoi? Parce que c'est important de bien comprendre un petit peu la lumière. C'est quand même un sujet à part de la mécanique. Donc, longtemps, on a eu en parallèle l'étude de la mécanique, puis l'étude des phénomènes lumineux. Euh, donc, on sait que la lumière, c'est ça qui nous permet de voir les objets qui nous entourent. Ok? S'il n'y avait pas de lumière autour de nous, évidemment, on serait incapable de distinguer quoi que ce soit. C'est assez évident. Euh, mais la première distinction qu'on doit faire, c'est de distinguer les objets qu'on voit parce qu'ils sont des sources de lumière, des objets qu'on voit parce qu'ils réfléchissent la lumière. Donc, par exemple, le soleil est bien évidemment une source de lumière. Ok? Il produit lui-même sa lumière. Il a produit en bonne partie, on pourrait dire par incandescence. Là. Le soleil est littéralement une boule de gaz portée à 5500 degrés Celsius en surface. À cette température-là, c'est assez pour briller de façon constante. Là. Le soleil, en fait, la lumière, c'est quoi ici? C'est de l'énergie, c'est juste une façon de transporter de l'énergie. Donc, quand il y a de la lumière qui frappe votre œil, dans le fond, vous détectez l'énergie qui était émise par des sources de lumière. Le Soleil, tu sais, son énergie, on ne l'a pas vu, mais on va en discuter de la fusion nucléaire qui a lieu en son cœur. Donc, c'est pour ça qu'il produit de l'énergie qu'il va ensuite utiliser pour irradier dans son environnement, produire de la lumière. Il y a beaucoup d'objets qu'on voit, la plupart des objets en fait qu'on est capable de voir, on les voit pas parce qu'ils produisent de la lumière, mais on les voit simplement parce qu'ils réfléchissent la lumière. Par exemple, dans les notes de cours, vous remarquez, on vous parle de la Lune. Ben, la Lune n'émet pas de lumière. Si vous voyez la Lune la nuit, c'est parce qu'elle réfléchit la lumière du Soleil. Donc, le Soleil éclaire la Lune. La Lune réfléchit la lumière vers la Terre. Donc, si vous êtes du côté où il fait noir, que vous êtes, que vous êtes caché du Soleil, vous allez quand même pouvoir voir la Lune parce qu'elle réfléchit une partie de la lumière du Soleil. Ça ne prend pas grand-chose. On appelle l'albédo, c'est la fraction de la lumière que la Lune reçoit, qu'elle réfléchit par la suite. C'est pas beaucoup là, de mémoire, c'est de l'ordre d'1%, mais c'est assez pour qu'on distingue très bien la Lune en plein milieu de la nuit. Mais on la voit pas parce qu'elle émet de la lumière. De la même façon, par exemple, que quand vous regardez, je sais pas, moi, là, je suis en train de regarder, je sais pas, mon bureau. Mon bureau, il met pas de lumière. Je le vois parce qu'il réfléchit la lumière qui est produite par les lumières qui sont dans mon bureau. Euh, pardon. Donc, le soleil est une source de lumière. Ici, si vous remarquez, qu'est-ce qu'on a? C'est une image prise d'un télescope spatial. C'est pas pris en lumière blanche, là, dans le sens, c'est pas ça qu'on verrait si on regardait le soleil à l'œil nu. Quoique, je vous suggère fortement de ne pas regarder le soleil à l'œil nu. Ok? Ce que vous voyez, c'est premièrement, pour donner une idée de la dimension de ça, euh, à l'échelle de la Terre, si on mettait la Terre à la même distance euh, que à laquelle se trouve présentement le Soleil, là, en fait, la Terre ferait à peu près l'équivalent, peut-être, je sais pas moi, de la largeur du curseur qui est ici. Le diamètre du Soleil est environ 100 fois le diamètre de la Terre. Donc, au niveau du diamètre, le Soleil est 100 fois plus gros que la Terre. Évidemment, comme ça, on parle d'un volume ici, c'est 1 million de fois plus gros, là, mais c'est pas ça le point. Le diamètre du Soleil est environ 100 fois le diamètre de la Terre. Ok? Donc, ça peut donner une idée déjà des dimensions en jeu là-dedans. Donc, je vous disais, par exemple, si vous regardez à la page suivante dans les notes de cours, on vous dit sur le dessin ci-contre, tracer le trajet des rayons lumineux qui permettent à Raoul de voir la rose. En fait, les rayons lumineux vont parvenir du soleil, frapper la rose, puis être réfléchis vers l'œil de Raoul. Si la rose nous apparaît rose ou rouge, c'est alors que le soleil émet de la lumière de toutes les longueurs d'onde, si on va y revenir, de toutes les couleurs.
C'est parce que la rose absorbe essentiellement toute la lumière, sauf la lumière rouge qui va être réfléchie vers vos yeux. Les feuilles sont vertes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils reçoivent de la lumière blanche et qu'ils vont absorber toute la lumière blanche, sauf la lumière verte. La lumière verte va être réfléchie jusqu'à vos yeux. Ok? Donc, c'est comme ça en même temps qu'on explique les différentes couleurs pour les objets. Ok? Donc, la lumière parvient du soleil, frappe l'objet, réfléchit. Les différentes couleurs proviennent du fait que les différents objets ont tendance à absorber ou à réfléchir différentes couleurs, différentes longueurs d'onde, ok, pour la lumière. Euh, on parle ensuite des mécanismes de production de lumière. Donc, vous remarquez, il y a plusieurs. Bon, on dit, vous avez déjà plusieurs phénomènes lumineux. On produit de la lumière par incandescence. La rose est visible parce qu'elle réfléchit la lumière. Puis la lumière qui passe à travers la loupe va subir de la réfraction. Donc, on va, euh, on va démêler tout ça. On dit, voici une source, comment produire de la lumière. Une source de lumière peut être soit incandescente, soit luminescente. À la base, l'incandescence, c'est un objet qui est chauffé, qui produit de la lumière, alors que la luminescence, c'est un objet qui va émettre de la lumière, mais en restant froid au toucher. Souvent, par d'autres mécanismes, évidemment, parce que ça ne produit pas de la chaleur, produit pas de la lumière de la même façon. Donc, incandescence, on le dit, un objet chaud va produire de la lumière par incandescence. Par exemple, un feu de camp, ok, comment ça se fait qu'un feu de camp, c'est chaud, entre guillemets? C'est parce que, pardon, comment ça se fait que le feu de camp produit de la lumière? C'est parce qu'il va émettre de la lumière, excusez, euh, c'est vrai, c'est la chaleur ici qui est la source de la lumière. Puis ça vient de l'émission des corps noirs. On va en discuter un peu plus tard. N'importe quel objet qui est porté à une haute température va émettre de la lumière. C'est juste que cette lumière-là n'est pas toujours visible à l'œil nu. OK? Ça, on va y revenir. Donc, quand on parle de luminescence maintenant, on parle de production de lumière par un objet qui demeure froid. OK? Donc, les exemples qu'on peut en donner, il y en a une tonne de façons de produire de la lumière froide, entre guillemets. OK? Euh, on a fluorescence et phosphorescence, généralement qu'on plus ou moins euh, utilise de façon plus ou moins équivalente, là, alors que c'est pas la même chose. La fluorescence, dans le fond, c'est vous éclairez un objet avec une certaine couleur, il va réfléchir la lumière à une autre longueur d'onde. Il va réfléchir la lumière d'une autre couleur, si vous préférez. Ok, donc, il va y avoir un changement de longueur d'onde. Si vous coupez la source d'illumination, vous ne verrez plus le phénomène de fluorescence se produire. Par contre, la phosphorescence est reliée à la fluorescence dans le sens que quand vous éclairez un objet, il va réfléchir vers vous une lumière qui a une couleur différente. Ok? La différence, j'aurais plutôt dire, c'est que la phosphorescence va se poursuivre au moment où on va couper la source d'illumination externe. Donc, fermer la lumière, l'objet phosphorescent va continuer à émettre de la lumière dans l'obscurité. Donc ça, typiquement, je sais que j'ai un de mes gars qui a une coupe de pyjama comme ça, qui ont des motifs glow in the dark en bon français, là, qui brillent dans le noir. Mais ça, c'est de la phosphorescence. De la fluorescence, ben, des tubes fluorescents, c'est exactement le principe derrière ça. Un tube fluorescent, dans le fond, c'est quoi? C'est un tube dans lequel vous mettez du gaz néon. Le néon va émettre de la lumière ultraviolette qui est invisible à l'œil nu, mais dans un tube fluorescent, vous remarquez généralement le tube est blanc, c'est qu'ils vont recouvrir l'intérieur du tube d'une matière qui va absorber la lumière ultraviolette et réémettre de la lumière visible à la place. Donc, c'est pour ça, c'est par fluorescence, on réfléchit de la lumière avec une longueur d'onde différente que la lumière d'onde, que la lumière incidente, pardon. Vous avez d'autres phénomènes luminescents, là, on en fait une liste. Vous avez de la chimioluminescence, ça c'est quand vous avez une réaction chimique qui se produit et qui va dégager de la lumière. Donc, généralement, la plupart des réactions chimiques en fait produisent la chaleur. Il y a une certaine partie des réactions chimiques qui va dégager de la lumière.
Donc souvent, par exemple, des glow sticks, là, comme ça, des bâtons qui brillent dans l'obscurité, c'est si vous en avez déjà utilisé, vous remarquez que normalement, ils sont intacts, puis vous devez casser le bâton pour l'allumer. Au moment où vous cassez le bâton que les deux réactifs vont se mélanger, puis qui va avoir à ce moment-là production de lumière qui va durer plus ou moins longtemps, dépendant de la grosseur du bâton. Ça, c'est ce qu'on appelle de la chimioluminescence. Vous avez aussi de la bioluminescence qui est rapprochée, là, qui est intrinsèquement liée. Vous avez certains organismes vivants. euh, on parle des mouches à feu, par exemple, des lucioles, mais on parle aussi de beaucoup d'espèces sous-marines qui vont émettre de la lumière. Ok. Donc, ici, je vous en ai trouvé un bel exemple. Ok. Donc, vous avez, ça c'est c'est un anglerfish, là, je sais pas ce qu'on en français, mais vous voyez, il se promène avec une canne à pêche dans le fond, qui produit de la lumière, ok? Qui va se servir de ça comme appât pour attirer vers lui les proies qu'il va manger. Ok? Il n'a pas l'air particulièrement sympathique, là, ok? Mais c'est ça. Donc, c'est un objet qui est bioluminescent. Vous avez un pouf, ça aussi, ça n'a pas l'air particulièrement sympathique comme bébite. Euh, Même affaire, qui va produire de la lumière. Donc ça, c'est au niveau cellulaire, là. Donc c'est sûr que c'est chimique, là. C'est une réaction chimique à l'intérieur des cellules. Mais on parle de bioluminescence parce que c'est relié à la vie, c'est contrôlé par l'animal en question, ok, qui va produire de la lumière pour attirer des proies, ok, quand il va aller à la chasse. Ok. Donc c'est vraiment des phénomènes qui sont assez spéciaux. Euh, je vais vous montrer une autre vidéo là, dans quelques secondes. Là. Vous avez évidemment le pauvre calmar qui va être attiré par le, le bâton luminescent du anglerfish. Je sais pas ce qu'en français, excusez-moi. C'est épouvantable, je cherche mes mots en français, c'est terrible. C'est pas comme si j'étais anglophone. Là. Ça a quand même l'air pas particulièrement sympathique comme bébite. Là, ok? Vous auriez pas ça dans votre aquarium. Ben, au ça, puis aussi au fait que la pression atmosphérique, la pression de l'eau est tellement incroyable que ça passera pas. Attendez une seconde. Il y a aussi celle-là qui est pas pire. Donc, ils s'en vont. Des calmars, des petits calmars. Ils produisent la lumière. C'est comme on dirait des flares. Un crabe. Donc, il y a beaucoup d'espèces animales, particulièrement des espèces marines, qui vont produire de la lumière. Ici, même, vous avez des. Je sais pas si c'est des algues ou quoi exactement, là, mais. Ça a l'air fake tellement, c'est pas le genre d'affaire qu'on est habitué de voir. Mais ça, c'est de la bioluminescence. Donc, c'est. D'après moi, là, faudrait. Ben honnêtement, j'ai pas écouté la vidéo. Vous écouterez, vous irez voir, là. Si ça vous intéresse. D'après moi, c'est juste des algues qui produisent de la lumière, là. Vous avez plein d'espèces animales comme ça qui vont produire de la bioluminescence. Donc, c'est de la lumière produite par des espèces animales. Beaucoup d'espèces marines qui sont capables de faire ça. Ok. Évidemment, pourquoi les espèces marines particulièrement? Ben, parce qu'ils sont en dessous de l'eau et il fait foutrement noir dans le fond dans le fond de l'océan. Donc, après même quelques mètres, euh, il fait complètement noir. Donc, dès que vous avez des sources de lumière, ça ne prend pas grand-chose pour euh, attirer l'attention euh, de proies éventuelles ou attirer un partenaire pour la production. Je suppose aussi que ça doit pouvoir servir à ça. Euh, donc ça, c'est tous les phénomènes qui sont reliés à la bioluminescence. Vous avez aussi un autre mécanisme d'émission de lumière qui est une ampoule incandescente. Ok. Donc les vieilles ampoules là, qui se vendent essentiellement plus, là, c'est un filament de tungstène enroulé sur lui-même dans lequel vous faites passer un courant électrique. Le courant électrique subit une résistance au passage à travers le filament.
puis par effet Joule, va dissiper son énergie. Ça va faire chauffer le filament à tel point qu'il va commencer à briller. Ok? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, une ampoule incandescente. Aujourd'hui, les ampoules donc une ampoule incandescente, ça produit énormément de chaleur en fait. Ça produit très peu de lumière pour la consommation énergétique que ça représente. Euh, vous avez des ampoules maintenant à diode électroluminescente, ok? Ça c'est des DEL, ok? Les écrans d'ordinateur les télés sont toutes basées sur ça. Donc, c'est des diodes, c'est des dispositifs, c'est des semi-conducteurs en fait, qui vont produire de la lumière en restant froid. Ok? Donc, vous mettez un courant électrique ici, donc, mais ça va rester froid contrairement à l'incandescence. Puis, c'est basé sur des semi-conducteurs au lieu d'être basé sur des filaments de tungstène. C'est pas la résistance au passage du courant qui produit la lumière, c'est juste le fait que vous avez des électrons qui se recombinent à travers un semi-conducteur, puis qui vont de cette façon-là produire de la lumière. Donc ça, on en a de différentes couleurs. Ça commence à être de plus en plus maîtrisé. C'est une technologie qui est quand même assez développée. Ok? Donc comme on disait, après, la page suivante des notes de cours, principe de fonctionnement d'une ampoule incandescente, je l'ai évoqué. Principe de fonctionnement d'un tube fluorescent, je l'ai évoqué lui aussi. Donc on dit que vous avez un noyau d'atomes, vous avez un électron. Quand vous mettez un courant électrique, ça va exciter les électrons. Donc les électrons tournent autour du noyau de l'atome sur des couches électroniques qui ont des énergies très bien définies. Donc, si vous donnez de l'énergie à l'électron, il peut monter dans un niveau d'énergie supérieur. Mais l'affaire, c'est que les électrons sont encore plus paresseux que vous et moi et préfèrent rester dans le domaine d'énergie, dans le niveau d'énergie fondamental le plus bas possible. Ok? Donc, dans le fond, vous avez un électron qui vient d'absorber de l'énergie, qui réalise qu'il a commis une grande erreur, puis là, qui va se redébarrasser de son énergie, qui va retomber dans le niveau fondamental pour émettre, en émettant de la lumière. Le tube fluorescent, la lumière qui est émise est tellement énergétique qu'elle est ultraviolette, mais elle va être absorbée par la poudre à la paroi du tube, puis être émise dans la lumière visible. Ok? Donc ça, c'est le mécanisme de production de lumière. Donc comment est-ce qu'on peut produire de la lumière? C'est les mécanismes d'incandescence ou de luminescence. Puis on a fait une liste assez restrictive là, des différentes sources luminescentes. Euh, une fois que la lumière est produite, qu'est-ce qui va se produire? Ben, la lumière va atteindre des objets. Ok? En général, elle va voyager jusqu'à temps qu'elle frappe quelque chose. Au moment où elle frappe un objet, qu'est-ce qui peut se produire? Ben, on fait une petite liste ici, encore une fois. On dit qu'elle peut être absorbée, réfléchie, réfractée, dispersée, diffractée ou diffusée. OK? Donc, il y a un paquet de trucs ici aussi. Premièrement, l'absorption, mais c'est assez évident. OK? L'absorption, si vous avez un objet qui absorbe la lumière, OK, ben, il va absorber l'énergie de la lumière, il va chauffer un peu aussi, entre-temps, évidemment, parce que dans le fond, la lumière transporte de l'énergie. Puis si l'objet absorbe la lumière, ben, il absorbe de l'énergie. OK? Donc c'est pour ça que on dit que des vêtements foncés vont chauffer beaucoup plus que des vêtements pâles. Ok? Un t-shirt noir comme ça absorbe la lumière. C'est noir parce que ça ne réfléchit pas la lumière. Si ça ne la réfléchit pas, ça l'absorbe. Si ça l'absorbe, ça absorbe l'énergie. Donc ça a tendance à chauffer. Ok? La lumière peut être réfléchie. Donc souvent, quand elle va frapper, en fait, il y a deux types de réflexion qu'on va étudier un petit peu plus en détail plus tard dans la session, dans les prochaines semaines. Vous avez de la réflexion qu'on va dire spéculaire, donc sur un miroir par exemple. Ok? Donc, si la lumière frappe un miroir, elle va être réfléchie de façon ordonnée. Ok? Donc, elle va rebondir, on sait très bien comment. Quand la lumière réfléchit sur des objets, par exemple, dans votre environnement, si vous voyez les objets autour de vous, c'est parce qu'ils vont réfléchir de façon diffuse la lumière. Donc, la lumière va être réfléchie, mais elle va s'en aller dans n'importe quelle direction. Ça n'agira pas comme un miroir en tant que tel. Donc, ça, c'est les phénomènes de réflexion. Qu'est-ce que c'est que la réfraction? La réfraction, c'est quand la lumière change de milieu transparent. Donc, elle passe d'un milieu transparent vers un autre milieu transparent. La lumière va avoir tendance à dévier en faisant ça. OK? Donc, c'est un des principes derrière. Bon, ici, on voit bien, là, vous plongez un crayon dans un verre d'eau.
on a l'impression que le crayon est cassé. Ok? C'est pas le cas. Le crayon est droit, c'est juste que la lumière, en passant de l'eau, donc il faut faire attention. Vous avez de la lumière ambiante qui éclaire le crayon. La lumière sort est réfléchie par le crayon de façon diffuse dans l'eau. Après ça, elle sort dans l'air, puis elle atteint votre œil. Au moment où ça se produit, elle va changer de direction, donc elle semble dévier. On va voir plus en détail le phénomène de réfraction. En particulier, c'est ce qui explique le comportement de la lumière dans des loupes, comment faire des lunettes, tout ça, c'est la réfraction. On va l'étudier pas mal plus en détail. La dispersion de la lumière, qu'est-ce que c'est? On sait que la lumière blanche est composée de toutes les longueurs d'onde du spectre visible qui sont superposées dans un seul faisceau blanc. Ben, il y a des objets, par exemple les prismes, qui ont la propriété de disperser la lumière. Donc, ils vont séparer la lumière blanche d'un faisceau incident en une multitude de faisceaux. Ils vont étaler les couleurs qui composent la lumière blanche de l'autre côté. Okay? Pourquoi ça se produit? En fait, c'est parce qu'on parlait de réfraction tantôt. C'est une application de la réfraction. La réfraction, l'intensité de la déviation de la lumière, à quel point la lumière va être déviée, ça dépend d'un facteur qu'on appelle l'indice de réfraction d'un matériau quelconque. Euh, Ce qu'on sait, c'est que la plupart du temps, l'indice de réfraction varie légèrement selon la couleur. Ce qui fait que les rayons rouges vont être moins déviés que les rayons violets, par exemple. Ce qui fait qu'on va disperser la lumière euh, en traversant un prisme parce que toutes les longueurs d'onde ne suivent pas exactement le même chemin à l'intérieur du prisme. On a, pardon, ça évidemment c'est l'album, c'est The Dark Side of the Moon, là, ok? On a de la diffraction, ça c'est un petit peu plus obscur, je vais vous montrer un petit peu ici. Ça c'est une des expériences les plus weird que vous pouvez faire en physique. Donc vous prenez une source laser, puis vous faites passer la lumière à travers une fente très étroite, ok, très étroite, une fraction de millimètre. Qu'est-ce que vous remarquez de l'autre côté? La lumière, elle s'est étalée. Ok. Donc, on remarque même qu'il y a comme une tache brillante ici. Bon, là, on le voit mieux ici. Là. Ok. Attends une seconde. Ok. Donc, on voit une tache brillante, une tache sombre. Tache brillante, tache sombre. Tache brillante, tache sombre. Il n'y a rien de magique là-dedans. Ok. C'est juste la lumière d'un laser qu'on fait passer à travers une fente très étroite. Ça a tendance à faire disperser la lumière. Ça, c'est ce qu'on appelle la diffraction. Puis, on le voit encore ici. Ok. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure? Là, ce qu'on se trouve à faire, pourquoi la figure bouge, c'est parce qu'on élargit la fente. Ok. Au fur et à mesure qu'on élargit la fente, on voit de moins en moins le phénomène de diffraction. Donc pourquoi c'est pas quelque chose qu'on voit à l'œil nu d'habitude? C'est parce que vous ne faites pas passer de la lumière monochromatique à travers une fente de 0,1 mm de large d'habitude. Ok. Donc là, on réduit la largeur de la fente, la lumière s'étale de plus en plus. Donc plus la fente est étroite, plus le phénomène de diffraction est visible. Ça fonctionne aussi si vous faites passer la lumière à travers un obstacle circulaire. Donc ça, c'est vraiment une fente là, étroite. Là, c'est un trou d'épingle. Okay, là. Donc, vous prenez une tête d'épingle, vous faites un trou dans une feuille, éclairez ça avec de la lumière blanche. Qu'est-ce que vous allez observer? Vous allez observer une figure de diffraction comme ça. Donc, un spot brillant, un anneau sombre, un anneau brillant, un anneau sombre, un anneau brillant, et ainsi de suite. Okay. Donc ça aussi, c'est un phénomène, c'est ce qu'on appelle la diffraction. C'est dû au fait que la lumière se comporte comme une onde. Puis c'était un des gros arguments en fait pour euh, convaincre les physiciens que la lumière n'était pas composée de particules mais d'ondes. Okay. Ici, ce qu'on fait, c'est on prend trois lasers de couleurs différentes et on fait passer la lumière des lasers à travers trois fentes étroites, des paires de fentes. Donc là maintenant, c'est pas juste une fente, c'est deux fentes qui sont rapprochées l'une de l'autre. On fait passer la lumière à travers ça. Ce que vous remarquez, c'est qu'à cette échelle-là, c'est à peu près comme dans l'expérience de diffraction. Donc on voit une grosse tache brillante, un point sombre, tache brillante, point sombre, tache brillante, point sombre, ainsi de suite. Mais si on s'approche, on va voir qu'il y a également une figure d'interférence qui est apparue.
Donc, les grosses taches brillantes, point sombre, grosses taches brillantes, point sombre, grosses taches brillantes. Ça, c'est la figure de diffraction, comme tantôt. OK? Mais à ça, on réalise qu'il y a une succession de petites bandes brillantes, sombres, brillantes, sombres, brillantes, sombres, brillantes, sombres. Blablabla. Ça, c'est dû à l'interférence. Donc, ça, c'est le fait d'avoir mis deux fentes côte à côte. C'est ça que ça va produire ici, comme ça. Donc, ça, c'est les phénomènes d'interférence et de diffraction. OK? C'est une des expériences en physique qui a eu le plus de conséquences pour notre compréhension de ce qu'est la lumière. OK? Donc, c'est ça quand on parle de diffraction. On parle de diffusion. Donc, la diffusion, c'est quoi? C'est, entre autres, imaginez que vous avez un faisceau laser. Ben, généralement, vous ne le voyez pas le laser. Tu sais, comme tantôt dans l'expérience, on voit pas le laser. Pour voir quelque chose, il faut que la lumière frappe votre œil. OK? Si la lumière ne frappe pas votre œil, vous ne pouvez pas voir un objet qui ne vous éclaire pas. OK? Donc, la diffusion, c'est quoi? Ben, en fait, c'est le fait que euh, ben, la lumière qui arrive du Soleil, s'il y avait, ok, voyons ça autrement, s'il n'y avait pas d'atmosphère sur la Terre, ok, on ne verrait pas le ciel. Ok. Donc, c'est comme sur la Lune. Quand vous êtes sur la Lune, à quoi ça ressemble? Donc, ça ressemble à la surface de la Lune, ça ressemble à ça. Ok. On ne voit pas le ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Ok. Il n'y a, pas, il y a pas d'air. Ok. Sur la Terre, c'est pas comme ça qu'on voit. Ok. Sur la Terre, ce qu'on voit, c'est qu'on voit le ciel bleu. Ok. Pourquoi on voit ça comme ça? Ben, c'est à cause de la diffusion. Donc, pardon, on voit le ciel bleu ou orange ou rouge. Pourquoi? Ok, ben, imaginez que vous avez la Terre ici. Excusez. Qui est ici. Puis vous avez, vous, vous regardez le ciel. Mettons que vous avez le soleil qui est ici. Ben, la lumière voyage en ligne droite. Ok. Donc, la lumière qui est émise par le soleil, c'est sûr que si vous regardez le soleil, vous allez voir le soleil. Ok. Mais la lumière que le soleil émet ici, elle continue en ligne droite, donc vous ne la verrez pas, donc vous ne voyez rien. Ok. Pourquoi le ciel est-il bleu, entre autres? Ben, c'est parce qu'imaginez que vous avez une couche d'atmosphère comme ça ici. La lumière du soleil qui arrive peut entrer en collision avec un atome d'azote ou d'oxygène, gaz carbonique, peu importe, une molécule de gaz carbonique qui est dans l'atmosphère. Puis, ce qu'on sait, c'est que quand la lumière frappe des obstacles, elle va avoir tendance à subir de la diffusion. Elle va changer de direction. OK? Donc, elle va rebondir sur l'atome, puis par exemple, il y a une probabilité qu'elle soit remise dans votre direction à vous. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez de la lumière qui vous arrive. OK? L'affaire, c'est que cette diffusion-là de la lumière est beaucoup plus efficace pour la lumière bleue que pour la lumière jaune, par exemple. Donc, l'efficacité du ciel à faire la diffusion de la lumière dépend de la couleur de la lumière. Donc, il va diffuser la lumière bleue beaucoup plus facilement. Donc, quand vous allez regarder, qu'est-ce que vous allez avoir tendance à voir? Vous allez avoir tendance à voir la lumière bleue qui est diffusée. Donc, c'est pour ça que le ciel est bleu essentiellement, c'est parce que les molécules et les atomes dans l'atmosphère ont tendance à diffuser la lumière bleue du Soleil. Euh, Puis pourquoi, quand vous regardez le Soleil, il vous apparaît jaune? C'est parce que la diffusion de la lumière bleue, elle se produit partout. Donc, imaginez que vous avez un rayon qui vous arrive directement du Soleil puis qui frappe une molécule d'azote. Ben, les rayons diffusés ne s'en vont pas nécessairement vers votre œil. Fait que la lumière bleue, elle pourrait repartir par là, dans n'importe quelle direction, en fait. Donc, qu'est-ce qui va continuer vers vous? C'est quoi? Ben, c'est ce qui reste après avoir pris de la lumière blanche puis enlevé la lumière bleue, donc il va rester essentiellement du jaune. Donc, c'est pour ça que le soleil nous apparaît jaune puis que le ciel nous apparaît bleu. C'est basé sur la diffusion de la lumière. Ok. Donc, est-ce que le soleil est-il blanc, est-il jaune? En fait, techniquement, le soleil est blanc. Le soleil émet toutes les longueurs d'onde du spectre visible. Notre œil, quand il reçoit toutes les longueurs d'onde du spectre visible, détecte du blanc. Mais on peut aussi dire que le soleil est jaune parce que quand vous le regardez, il vous apparaît jaune. Et parce que quand vous faites l'analyse en termes d'un corps noir, le maximum de lumière est émis pour une couleur jaune. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard aussi.
Donc, c'est ça la diffusion de la lumière en tant que telle, là. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? C'est parce que la lumière a tendance à être diffusée, ok, déviée par le passage à travers la lumière. Je vous laisse répondre à ces questions-là. Un autre volet du cours ici, pardon, ce qui est plus intéressant peut-être, c'est à savoir est-ce que la lumière se comporte-t-elle comme une onde, donc à la façon d'une vague sur l'eau, par exemple, ou est-elle formée d'un grand nombre de petites particules comme un paquet de billes qu'on vous enverrait? Ok. Donc souvent, c'était la job des physiciens d'essayer de décrire si la lumière était composée d'ondes ou de particules. Ok. Puis, ben, ça n'a pas été simple. Ok. Pourquoi? Ben, parce que si on remonte au 17e siècle, autour de 1640, 1600, je me souviens plus exactement les dates, là, je ne suis pas bon dans les dates, là, ok. Ben, Newton va montrer qu'on peut expliquer la réflexion et la réfraction de la lumière en supposant que la lumière se comporte comme des particules. Donc, vraiment, de prendre l'équivalent de... Newton s'imagine la lumière comme étant des petites billes qui entrent en collision avec des miroirs, par exemple, okay? Ou des petites billes qui dévient en changeant de milieu transparent. De cette façon-là, il va expliquer la réfraction puis la réflexion de façon assez convaincante. Okay? Euh, Sauf qu'au même moment, il y a Christian Huygens, okay, qui est un autre physicien, qui trouve une autre façon d'expliquer les mêmes observations, mais lui, il ne suppose pas que la lumière est composée de particules, il suppose juste que la lumière est composée d'ondes. Okay? Donc, Huygens s'imagine des ondes, puis il montre que des ondes peuvent rebondir à la surface du miroir, puis dévier en changeant de milieu transparent, puis que ça va se comporter de la même façon que si c'est des particules. Donc, comment faire pour trancher, à savoir est-ce que la lumière est composée d'ondes ou de particules à cette époque-là? En fait, le monde, ils vont avec le nom, tout simplement. Puis comme Newton avait fait tout en physique avant, ok, ben le monde a préféré retenir l'hypothèse de Newton. Pourquoi? C'est un peu un argument d'appel à l'autorité. Newton avait littéralement inventé la gravité, inventé le calcul différentiel, inventé toute la mécanique, puis tout fonctionnait. Donc, quand Newton disait quelque chose, généralement, le monde croyait ça ou prenait ça pour du cash. Ok. Mais ça reste qu'on avait quand même deux théories là qui réussissaient à expliquer les mêmes phénomènes, mais en faisant des hypothèses différentes. Donc, comment on fait pour savoir quelle théorie est la bonne? Ben, tant que les deux théories prédisent les mêmes résultats pour les expériences, il n'y a pas moyen de distinguer ces deux théories-là. Okay? Il n'y a pas moyen de dire laquelle est la bonne, laquelle ne l'est pas. Sauf que, un petit peu plus tard, on découvre une nouvelle catégorie d'expériences qui vont venir prouver okay, que la lumière ne peut pas, en fait, qui vont essentiellement démolir le modèle corpusculaire de la lumière. L'interférence et la diffraction, là, c'est ça que je vous ai montré ici, justement, dans la vidéo, là, juste ici. Là. Donc, ces expériences-là, on les explique très simplement. Bon, ça dépend de... Il y en a probablement qui ne seraient pas d'accord avec moi, là. Mais on les explique assez facilement en supposant que la lumière se comporte comme des ondes. Mais c'est surtout impossible de les expliquer si on considère que la lumière se comporte comme des particules. Donc, on en devient obligé d'abandonner le modèle corpusculaire de la lumière. C'est Thomas Young et Fresnel, là, un peu plus tard, qui vont vraiment expliquer ça. Young a fait une expérience. Cette expérience-là, en fait, que je vous montre là, a été faite par Thomas Young en 1800. J'ai ça donner des dates de même de mémoire. Je dirais 1802, mais je suis pas sûr. Attendez une seconde. Bon, j'étais pas loin, c'est 1801. OK. Donc, avec la lumière, c'était fait en 1801. OK. C'est intéressant, juste l'histoire de ça, là. OK. Euh, c'est des nouvelles catégories. Ça a pris des nouvelles expériences, en fait, avant qu'on soit capable de trancher entre le modèle ondulatoire et le modèle corpusculaire de la lumière. OK. Donc, il y a eu ben, il y avait à cette époque-là, il y avait littéralement je ne veux pas dire des batailles, là, mais je veux dire, il y avait des arguments
entre les physiciens qui défendaient l'interprétation de la lumière comme étant des particules, puis les physiciens qui défendaient la lumière comme étant composée d'ondes. Il y avait un débat complet qui a été organisé juste là-dessus. OK. Attendez, je l'ai-tu ici, début. Non, là, ça. Ok, non. Mais bon, il y a eu des. Là, je cherche. Attendez, là. Bon, peu importe, là, je retrouve pas ce que je voulais vous dire. C'est pas très grave. De toute façon. En fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'à ce moment-là, 18e, début du 19e siècle, on considère que la lumière est une onde parce que là, le modèle de Newton corpusculaire n'est pas capable d'expliquer les nouvelles expériences d'interférence et de diffraction qu'on observe. Okay? Donc, on conclut que Newton avait tort, ou la grosse affaire ici, et on prend pour acquis que la lumière est composée d'ondes. Évidemment, si ça restait comme ça serait trop simple. Donc, arrive le 20e siècle, on découvre de nouvelles expériences qui montrent que la lumière ne peut pas être composée d'ondes. Okay? Donc là, si vous me suivez, puis c'est normal d'être mêlé, on fait des expériences au 19e siècle, 18-19e siècle, qui montrent que la lumière ne peut pas se comporter purement comme une particule, parce qu'on a besoin de la description ondulatoire pour expliquer l'interférence et la diffraction. Arrive le 20e siècle, on arrive avec des nouvelles expériences qu'on ne peut pas expliquer si on considère que la lumière est une onde. Ces deux expériences-là sont l'effet photoélectrique puis l'effet Compton. Okay? Donc, l'effet photoélectrique, c'est probablement une des expériences les moins spectaculaires ever. Okay? Je vais vous en montrer ici une illustration. Really great way of introducing that idea. What I've got here is a zinc plate. And if you want the demonstration to work, it's absolutely essential to give it a good scrub on both sides with a bit of iron wool. And that just removes the surface oxide layer. C'est juste une plaque de zinc. Okay? On le met sur un électroscope. Okay? Donc, c'est quoi un électroscope? C'est un appareil qui est capable de mesurer des charges électriques. Okay? Be negatively charged. And I can do that using the method of charging by induction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déposer une charge négative sur la plaque. Donc, vous avez vu. Now, let me show you that again. I've got a Perspex rod here, which I can make positively charged by rubbing with this bit of cloth. I bring the rod close to the plate, touch the plate with my finger, remove my finger, then remove the rod. Donc là, on voit ici la feuille, ici, c'est un électroscope à feuille d'or, la feuille a dévié. Ça, c'est parce que ça montre qu'il y a un surplus de charge négative sur la plaque de zinc présentement. Okay? Watch what happens when I shine visible light onto the plate. Donc là, on prend de la lumière blanche, on éclaire la plaque de métal, puis on voit rien. Absolutely nothing. That's actually a really important part of the demonstration. Your students need to notice that with visible light, nothing happens. En fait, your students, c'est parce que c'est un laboratoire aux États-Unis où ils proposent des démonstrations pour les enseignants. Fait que moi, j'ai filmé leur démonstration parce que, sérieux, ce gars-là est vraiment bon. Là, okay? Donc, on montre que si on éclaire avec une lampe ordinaire, une lampe blanche, il n'y a rien qui se produit. Okay? Donc, wow, l'expérience spectaculaire, il n'y a rien qui se passe. Ouais, mais c'est important de réaliser qu'il ne se passe rien. Parce que qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va prendre une source de lumière ultraviolette. Okay? Puis là, on va observer qu'est-ce qui se produit. Vous voyez la charge disparaître. You can see that the gold leaf immediately starts to fall. And that must mean that the UV light is somehow discharging the electroscope. We know that we started with negative charge on the plate. So the UV light must somehow be releasing the electrons. Donc, c'est ça qu'on explique. On explique que la lumière ultraviolette vient frapper la plaque de métal, puis va arracher des électrons, les électrons de surplus à la plaque de zinc, ce qui va faire disparaître la charge négative de l'électroscope, qui va faire en sorte que l'électroscope, la feuille d'or ici, qui mesure la charge, va ramener vers zéro. Donc, on se débarrasse d'un surplus d'électrons. And the important thing to notice is that it's the frequency of the light that makes a difference. Remember, with a visible light,
It doesn't matter how bright it is or how long it shines for, it doesn't release any electrons. Now, this phenomenon cannot be explained using a wave model of light, but we can understand it if we adopt the idea that radiation arrives at the plate as packets of energy, which we can call quanta or photons. A single photon of UV light can release a single electron from the plate. However, a single photon of visible light has less energy and so cannot release an electron. Now, this is a relatively simple demonstration to do, but it took the genius of Albert Einstein to explain what was going on, and it was for that work that he was awarded the 1921 Nobel Prize, not his work on relativity. Ça aussi, c'est assez intéressant, là, OK? On explique que c'est une expérience qui a été observée. En fait, ça a été observé pour la première fois en 1887 par Hertz. OK? Donc, évidemment, à cette époque-là, Hertz, premièrement, c'était pas l'objet de ses études. Deuxièmement, il ne comprenait pas ce qu'il observait. OK? Donc, c'est une expérience qui a l'air simple, mais quand on essaye d'expliquer cette expérience-là, en utilisant la description de la lumière comme étant composée d'ondes, on n'arrive pas à expliquer l'expérience. On n'arrive pas du tout. OK? Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Évidemment, on ne verra pas ça en détail. Là, OK? Vous irez voir mon cours sur l'effet photoélectrique dans ma liste de NYC si ça vous intéresse. Là, j'en parle pas mal plus en détail. Mais c'est une expérience. Puis si vous dites, ouais, mais comment régler ça? Mais ça a pris le génie d'Albert Einstein pour expliquer la solution à ce problème-là posé par cette expérience-là. Puis c'est pour ça que c'est mérité un prix Nobel. Okay? Donc tout le monde, Einstein est intrinsèquement lié à la notion de relativité, à la théorie de la relativité, mais il n'a même pas eu son prix Nobel pour ses travaux sur la relativité, il a eu son prix Nobel pour ses travaux sur l'effet photoélectrique parce que c'est ça qui lui a amené à amener le modèle de quanta pour la lumière. Okay? Donc les quantas, c'est des paquets d'ondes, okay? Des quantas qui ont à la fois ce qu'on appelle des photons aujourd'hui, mais c'est des objets qui ont certaines propriétés des ondes et certaines propriétés des particules en même temps. Okay? Donc, en particulier, une onde, ça a une longueur d'onde. Donc, si vous regardez des vagues à la surface d'un océan ou d'un lac, il y a une longueur d'onde qui serait la distance entre les sommets des vagues, par exemple. Ben, vous avez la même chose pour les ondes lumineuses. Okay? Vous avez des vagues, puis vous mesurez la distance entre les sommets des vagues, ça vous donne la longueur d'onde. Mais c'est pas juste des ondes, il faut que l'énergie soit localisée. Donc c'est comme si on avait des petits paquets d'ondes, littéralement, okay, qui vont transporter de l'énergie en bunch. Okay? Donc quand vous allumez une source lumineuse, c'est comme si vous allumiez un canon qui ne shoot pas des particules. Excusez. Donc vous aviez un canon qui ne tire pas des particules, mais qui tire des quantas, qui sont des petits paquets d'ondes qui transportent de l'énergie. Okay? Mais ça a vraiment été la job de plusieurs physiciens. Puis en fait, ça, c'était la naissance de la physique moderne. Là, okay? Donc, la physique moderne, c'est tout ce qui se passait au début du 20e siècle. Essentiellement, c'est une période qui couvre environ. Normalement, on parle de la physique moderne comme étant la période qui va de la découverte de l'effet photoélectrique en 1887 jusqu'à la production de la théorie sur la mécanique quantique autour de 1927. Okay? Donc ça, c'est une photo en fait justement de la conférence de Solvay de 1927 où vous avez des physiciens qui sont réunis, qui ont été triés sur le volet par Monsieur Solvay. Okay? Solvay, c'est un industriel belge qui avait trouvé une nouvelle façon de fabriquer, j'oublie quoi, mais c'est un procédé industriel qui avait fait sa fortune. Le gars était assez euh, euh, philanthrope, puis assez intéressé par les sciences, qui organisait des conférences comme ça. Il invitait des physiciens de renom. Sur les 29 participants dans cette conférence-là, je pense qu'il y en a 19 qui ont eu des prix Nobel ou quelque chose comme ça. Donc, dans la même conférence, vous aviez 19 prix Nobel qui jasaient autour de la table. Donc, ça devait être complètement débile, le niveau des discussions. J'attire votre attention sur cette photo-là. Bon, j'ai mis une coupe de noms ici. Il y en a peut-être qui vous disent de quoi. Marie Curie est la seule femme sur la photo. Okay? Ils sont allés l'asseoir à côté de Max Planck. Max Planck, qui était notoirement connu
pour refuser l'accès à ces cours aux femmes. Donc, si vous étiez une femme qui voulait regarder le cours de physique de Max Planck, ben vous ne pouviez juste pas. Okay? Vous êtes une femme, vous n'avez pas d'affaires dans une classe en physique selon Max Planck. Okay? Ça ne l'a pas empêché, lui aussi, de révolutionner la physique à sa façon, pourtant. Okay? Vous remarquez aussi qu'ils sont tous habillés en soute avec des nœuds papillons ou des cravates. Euh, Aujourd'hui, c'est plus comme ça les conférences. Okay? Donc aujourd'hui, les photos de conférences, c'est un peu plus casual que ça, okay? Je vous dirais. Je m'ennuie par exemple des conférences à l'école. C'était la partie la plus fun probablement d'être à maîtrise puis au doctorat, c'est qu'on avait des conférences à l'international qui étaient payées. On voyageait sur le bras pour aller présenter nos résultats un petit peu partout dans le monde. C'était quelque chose. OK? Donc, ça, c'est les pères et la mère de la physique moderne. OK? Donc, qui est au tournant du début du 20e siècle. Euh, Vous avez, je parlais de l'effet photoélectrique. Euh, L'effet Compton est un petit peu plus difficile à observer. En fait, la démo de l'effet photoélectrique, je vous ai montré la vidéo, à la place, c'est pas mal mieux faite. Mais c'est ce qui a causé la révolution de la mécanique quantique, en fait. OK? Euh, donc, je vous laisse aller. L'effet Compton, en fait, c'est un petit peu plus compliqué, mais si vous avez des photons de la lumière qui va venir frapper un cristal, elle va dévier en traversant le cristal, puis elle va changer de longueur d'onde en même temps. Donc ça aussi, c'est une expérience qui est un peu plus compliquée à observer que l'effet photoélectrique, mais qui est plus difficile à interpréter aussi, qui ne demande pas juste de faire appel au modèle du quantum, mais qui demande aussi de faire appel aux notions qu'Einstein a introduites avec la relativité. Donc c'est une expérience qui prouve à la fois que la relativité est bonne, puis à la fois que le modèle du quantum est bon, mais ça demande de considérer la lumière comme étant quelque chose qui a des propriétés des ondes et des particules en même temps. Ce qui n'a pas passé comme une lettre à la poste. Okay? Donc, je vous laisse répondre aux questions 3 et 4. Maintenant, on en arrive à une description de la lumière comme onde électromagnétique. Dans le fond, les quantas, c'est comme si vous aviez des paquets d'ondes, mais on peut quand même utiliser une représentation de la lumière comme étant composée d'ondes électromagnétiques. Okay? C'est un bon modèle quand même, tant qu'on n'essaye pas d'expliquer l'effet Compton ou l'effet photoélectrique avec ça. Euh, on dit c'est une onde électromagnétique parce que vous avez un champ électrique et un champ magnétique qui oscillent l'un perpendiculairement à l'autre. Puis on sait qu'une variation de champ électrique induit une variation de champ magnétique, puis qu'une variation de champ magnétique induit une variation de champ électrique. Donc, vous faites varier un champ, ça fait varier l'autre, ça fait varier le premier, ça fait varier le deuxième, puis ça se propage dans l'espace comme ça, indéfiniment. Okay? Il y a différentes longueurs d'onde, donc on va séparer le spectre électromagnétique qu'on appelle en fonction de la longueur d'onde du rayonnement. Okay? Donc, ça, c'est l'exemple que je donnais ici. Donc, dans le spectre électromagnétique, si on parle en termes de longueur d'onde en mètres, euh, ça, c'est juste un équivalent là, pour se donner une référence. Vous avez par exemple à une centaine de mètres, vous avez le spectre radio ici, là, qui est dans les ondes à grande longueur d'onde. Okay? Ce qu'on sait aujourd'hui depuis Einstein, en fait, c'est que plus la longueur d'onde est grande, plus l'énergie transportée par les photons est faible. Puis à l'inverse, plus la longueur d'onde est courte, plus l'énergie transportée par le rayonnement va être grande. Donc, quand on traverse le spectre électromagnétique, généralement, on va distinguer les ondes radio, des ondes micro-ondes, des ondes infrarouges, des ondes visibles, des ondes ultraviolettes, les rayons X, puis les rayons gamma. Okay? Donc ça, c'est en ordre croissant d'énergie ou en ordre décroissant de longueur d'onde. Donc vous voyez différents types de phénomènes qui vont, dans le fond, dans l'environnement, on va avoir différentes applications qui vont intervenir dans différentes parties du spectre électromagnétique. Okay? Donc, par exemple, les ondes radio sont des ondes qui ont toutes des fréquences ou des longueurs d'onde de l'ordre, on dit des fréquences de l'ordre du mégahertz ici, là, okay? Donc de l'ordre du mètre ou du 10 cm. Donc la longueur d'onde d'une onde radio, c'est à peu près 10 cm.
Euh, Quand on parle de 98.5 FM, c'est 98.5 millions d'oscillations par seconde. Donc la lumière oscille comme ça 98,5 millions de fois en une seconde. Okay? C'est ça la fréquence d'oscillation. Pour la petite histoire, ce que je trouve intéressant de mentionner, c'est que les ondes, pourquoi on utilise les ondes radio pour transporter l'information de la radio, par exemple? Pourquoi on utilise tel type d'onde pour faire telle application? Ben, c'est parce que l'atmosphère, elle laisse pas passer toutes les longueurs d'onde de la même façon. Donc, il y a des longueurs d'onde auxquelles l'atmosphère est plus opaque, puis il y a d'autres longueurs d'onde auxquelles l'atmosphère est plus transparente. Donc, les longueurs d'onde radio autour de 100 MHz, l'atmosphère est très, très, très transparente à ces longueurs d'onde-là. Donc, les ondes peuvent parcourir des très grandes distances sans être absorbées, ce qui fait que vous pouvez avoir une antenne radio qui va avoir une portée vraiment, vraiment grande. OK? Aujourd'hui, on construit les téléphones sur des bandes de fréquences qui sont différentes. Ces bandes de fréquences-là sont généralement moins adaptées. OK? Autrement dit, l'atmosphère est plus opaque à ces bandes de fréquences-là. Donc, règle générale, il va falloir faire des antennes cellulaires plus rapprochées parce que la portée de l'antenne est moins grande parce que l'atmosphère est moins transparente que pour les ondes radio. Donc, qui décide quel type d'application va avoir lieu dans tel type de bande ou de fréquence? Ben, les ondes sont des propriétés publiques. OK? Donc, les ondes radio appartiennent à l'ensemble des Canadiens, dans notre cas, des Québécois. En fait, c'est au niveau fédéral que ça se règle. Euh, le gouvernement fédéral concède à des entreprises le droit d'exploiter des stations de radio, par exemple, ou de télé, ou de cellulaire. Il va louer des parties du spectre électromagnétique, puis il va laisser les entreprises émettre et recevoir des ondes électromagnétiques sur ces fréquences-là, bien définies à l'avance. OK? Euh, c'est pour ça que vous ne pouvez pas, vous, mettons, décider mettons que vous n'aimez pas Paul Arcand le matin, ben, vous ne pouvez pas aller dans votre cours vous construire une antenne qui émet à 98,5 millions de cycles par seconde, mégahertz, parce que vous allez avoir la gang de Paul Arcand qui va débarquer chez vous en disant Hey, t'es qui toi pour émettre à notre bande de fréquence pour laquelle on paye très cher? OK? Donc, il faut faire attention quand on entend, puis là, c'est peut-être le petit commentaire éditorial, quand on entend parler de la radio privée, là, ça existe. Les stations de radio sont privées, mais les ondes sont publiques. Fait que c'est pas une excuse pour dire n'importe quelle connerie qui vous passe par la tête parce que vous êtes sur une station privée. OK? Je nommerai pas de nom ici, mais je connais une couple d'animateurs de radio qui mériteraient peut-être de. En tout cas, on va laisser ça comme ça. OK? Les stations cellulaires, donc les stations radar. Donc, comment ça fonctionne un radar? OK? Un radar, ça fonctionne en émettant une onde électromagnétique qui va aller frapper un obstacle dans le ciel. L'onde va être réfléchie vers la station radar, puis le radar va être capable de déduire la distance à l'objet en mesurant le délai que ça a pris entre l'émission du signal et la réception de l'écho. Donc, c'est un peu comme un sonore. OK, il y a plusieurs animaux qui ont des sonores internes, les dauphins, les baleines, ainsi de suite, il y en a beaucoup, les chauves-souris. Mais sauf que c'est fonctionner sur les ondes électromagnétiques au lieu de fonctionner sur les ondes acoustiques. OK? Donc vous avez l'imagerie, euh, un four à micro-ondes, donc vous avez tout ça, c'est dans le radio essentiellement. Dans l'infrarouge, vous avez des manettes de télé, la vision de nuit, en fait la vision thermique, je devrais plutôt dire ici. OK? Les fibres optiques sont transportées, c'est des signaux infrarouges. Vous avez la lumière visible qui est une très petite partie du spectre électromagnétique. Ça, c'est les longueurs d'onde qui sont détectées par l'œil humain. OK? Si les longueurs d'onde sont plus grandes que le rouge, on va parler d'infrarouge. Si les longueurs d'onde sont plus courtes que le violet, on va parler d'ultraviolet. Donc, la lumière ultraviolette transporte plus d'énergie que la lumière visible. C'est ça qui vous fait bronzer l'été. C'est aussi ce qui peut être utilisé pour faire sécher des plombages puis un paquet de trucs. Là. Donc, ça a des applications, ça aussi, l'ultraviolet. Les rayons X
eux ont la propriété d'être très énergétiques. Donc, on les utilise pour faire de l'imagerie médicale. Donc, vous faites passer un rayon X à travers un bras, par exemple. La peau est assez transparente. Les tissus mous sont transparents au rayon X, mais les os vont absorber le rayonnement X. Donc, vous allez être capable de voir les os euh, sans avoir à briser le bras pour le voir, par exemple. OK? Finalement, les rayons gamma sont très, très énergétiques, sont essentiellement produits par des événements euh, astronomiques là, qui vont se produire. C'est rare. Vous avez de la radioactivité aussi qui va produire du rayonnement gamma, mais c'est pas quelque chose qu'on utilise couramment ici sur la Terre, de façon volontaire. OK? Donc, là, un peu, très brièvement, une description du spectre électromagnétique. Donc, on distingue le type de rayonnement en fonction de la lumière. Donc, on vous dit dans les notes de cours, l'œil humain peut détecter des longueurs d'onde de 4 fois 10-7 mètres. Donc, c'est 400 nanomètres à 700 nanomètres environ. Donc, les rayons gamma, X, ultraviolets ont des longueurs d'onde plus petites que ça, sont indétectables. Les rayons infrarouges, radar, micro-ondes, radio, tout ça, sont des longueurs d'onde trop grandes pour que l'œil les détecte. Puis la couleur de la lumière visible, c'est généralement une mesure de la longueur d'onde. Donc, par exemple, le rouge, c'est 700 nanomètres, le violet, 400 nanomètres, le vert, à peu près 550 nanomètres, ainsi de suite. OK? Donc, les différentes couleurs sont des différentes longueurs d'onde de la lumière, qu'on peut représenter comme une onde électromagnétique. Là. OK. Euh, c'est ça. OK. Donc, juste pour continuer un petit peu là-dessus, je vous parlais de la lumière visible. Qu'est-ce qui caractérise la lumière visible? Pardon. Voyons, excusez. Donc, qu'est-ce qui caractérise la lumière visible? Pourquoi on appelle ça de la lumière visible? Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est parce qu'on la voit à l'œil nu. Je vous dirais, oui, vous avez raison. Mais pourquoi on voit cette lumière-là puis pas le reste? OK? Ben, c'est parce que si vous regardez le soleil, je vous ai dit tantôt qu'il y a une température d'environ 5800 Kelvin, c'est à peu près 5500 Celsius à sa surface. OK? Puis ce qu'on sait, c'est que tous les objets qui ont à peu près cette température-là vont émettre de la lumière de la même façon. OK? Donc, la majorité, ils vont émettre peu de lumière plus énergétique, peu de lumière moins énergétique, mais ils vont émettre la majorité de leur énergie dans un domaine de longueur d'onde assez précis. OK? Puis, par pure adaptation, l'œil humain s'est adapté à voir ça. OK? Parce que c'est essentiellement ça qu'on trouve dans la nature. Donc, l'œil s'est adapté à voir là où il y a le plus de lumière dans l'environnement. Donc, l'œil humain est composé de trois détecteurs distincts. OK? Vous avez un détecteur qui détecte. Donc, dans le fond de l'œil, vous avez la rétine. Sur la rétine, vous avez un paquet de cellules nerveuses. Il y a des cellules nerveuses qui sont spécifiques pour détecter la lumière bleue, d'autres pour détecter la lumière verte, d'autres pour détecter la lumière rouge. Pourquoi pensez-vous que les pixels de votre écran de télé sont bleus, verts et rouges? Ben, parce que les détecteurs à l'intérieur de votre œil détectent le bleu, le vert et le rouge. Donc, c'est une façon simple de reproduire la lumière naturelle. Ben, vous allez avoir trois pixels qui vont émettre la lumière de la même façon que ce que l'œil détecte. Donc, pour l'œil humain, ça ne change rien. Le reste, tant qu'il détecte du bleu, du vert, du rouge, il va voir du blanc parce que tous les détecteurs sont saturés, puis ça va donner du blanc. On contraste ça avec une crevette mantis. L'œil de la crevette mantis comporte, si je me souviens bien, 16 détecteurs de longueur d'onde différentes. Donc, au lieu d'avoir juste trois cellules qui détectent trois couleurs distinctes, dans l'œil de la crevette mantis, il y a 16 détecteurs qui détectent autant de couleurs. Fait que pour voir du blanc, en théorie, il faudrait que tous les détecteurs soient saturés en même temps. OK? Mais demandez-moi pas comment ça voit cette patente-là s'il manque une coupe de détecteurs là-dedans. OK? Nous, on le sait, par exemple, si on combine du rouge puis du bleu, ça donne du violet, par exemple. C'est les règles de composition des couleurs. Je sais pas comment ça marche quand tu as 16 couleurs de base. Là, OK? Là, donc, la plupart, même tu en as qui sont dans ce que nous considérons l'ultraviolet, puis dans ce que nous considérons l'infrarouge. OK? Donc, eux, leur domaine de perception lumineuse est plus étalé que le nôtre. OK?
ils ont ça sur nous. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on voit des belles images en couleur comme ça? Ça, c'est quoi? Ben, c'est Andromède. Donc, Andromède, c'est la galaxie spirale la plus proche de notre Voie lactée. Donc, nous, on suppose que notre Voie lactée, notre propre galaxie, a essentiellement cette allure-là, à peu près cette allure-là. Évidemment, on ne peut pas prendre une photo de notre Voie lactée parce qu'on est dedans. OK? Donc, pour mettre les choses en contexte, euh, une galaxie comme ça, c'est une collection d'environ 100 milliards d'étoiles. OK, là? Donc, c'est 100 milliards d'étoiles qui gravitent toutes les unes autour des autres dans un grand plan qui spirale sur lui-même. Donc, c'est pour ça que ça fait une galaxie qu'on dit spirale. Vous avez un noyau plus rougeâtre avec des étoiles plus vieilles, un disque externe avec des étoiles plus bleues, plus jeunes. OK? Pardon. Mais ça, c'est une photo qui a été prise, on va dire, en couleur naturelle. Donc, vous prenez une caméra, vous mettez un filtre bleu, vert, rouge, vous prenez trois photos, vous combinez l'image bleue, l'image verte, l'image rouge, vous les combinez ensemble, puis vous faites une image en couleur naturelle. Évidemment, ça, c'est de la lumière visible parce que c'est ce que nous, notre œil est capable de voir. Il n'y a rien qui nous empêche de construire des détecteurs qui sont capables de voir dans d'autres domaines de longueur d'onde. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une coupe du plan galactique. Donc, autrement dit, imaginez que vous regardez vers le centre de la Voie lactée, qui est ici. Donc là, mettons, moi, le centre de la Voie lactée est directement devant moi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder par là, jusque derrière ma tête. Après ça, je vais repartir de là, je vais regarder dans l'autre sens, jusque derrière ma tête. Après ça, je vais regarder jusqu'en haut. Après ça, je vais regarder jusqu'en bas. Donc, c'est une carte du ciel que j'ai pris en regardant partout autour de moi, puis en découpant ça, puis en le déployant pour en faire un long bandeau comme ça. OK? Donc, on a une image du plan galactique. Ce sur quoi je veux plus attirer votre attention, c'est que ces images-là sont toutes en fausse couleur, sauf une. Évidemment, par définition, la photo optique visible est prise en couleur naturelle, comme je vous ai expliqué juste avant. Mais il n'y a rien qui nous limite à ça. C'est une des choses merveilleuses de la technologie, c'est que c'est une façon d'amplifier nos sens ou d'accéder à des choses qu'on ne serait pas capable de voir autrement. Donc ici, on peut prendre des images infrarouges, par exemple, ok? Euh, dans l'hydrogène moléculaire, dans le radio, des images radio. Euh, Puis on va coder les photos qu'on prend pour les représenter en lumière visible. Mais évidemment, la lumière infrarouge à l'œil nu est invisible. Donc on ne peut pas la voir, mais on peut quand même représenter ça à l'aide de l'informatique, si vous voulez. OK? Même chose, on peut faire des cartes en rayon X ou en rayon gamma de l'ensemble du ciel. OK? Donc, dépendant du type d'observation, dépendant du type de renseignement que vous voulez aller chercher, vous allez observer, par exemple, en astronomie, dans différents types de longueurs d'onde. Donc, pourquoi je parle d'astronomie en particulier? C'est parce que ma formation académique était là-dedans. OK? J'ai une formation en astrophysique. Donc, c'est toujours un petit peu mon petit dada de vous parler de ça. Évidemment, les photos en couleur artificielle, ça peut toujours donner des belles images. Donc, ça, c'est une photo du soleil qui était prise dans une dizaine de longueurs d'onde différentes. Évidemment, il n'y a rien de... ça, c'est toutes des lumières, des longueurs d'onde ultraviolettes jusqu'à très lointaines. Là, OK? Donc, en arrière, vous avez l'image en couleur naturelle dans le visible. Puis là, ici, vous avez des images qui ont été prises dans des filtres à bande étroite qui laissent passer juste une petite partie de la lumière qui nous arrive du soleil. Toutes ces longueurs d'onde-là sont différentes les unes des autres, nous mettent en évidence l'existence de différents phénomènes physiques aussi qu'on ne peut pas détecter à l'œil nu. En particulier, si vous regardez dans le visible, vous ne voyez pas la couronne autour du Soleil. Okay? Vous voyez juste la surface. Mais si vous regardez dans l'ultraviolet lointain d'un rayon X, on voit des lignes de champ magnétique quasiment. Ça, ce qu'on voit ici, là, si vous regardez là, la genre de boucle, c'est parce qu'il y a une ligne de champ magnétique, puis vous avez des électrons qui se promènent puis qui spiralent autour de la ligne de champ magnétique, puis qui émettent du rayonnement synchrotron en faisant ça. Donc, on est capable de voir la structure du champ magnétique à la surface du Soleil si on utilise des rayons X, par exemple, des rayons, peu importe, mais ce qu'on ne voit pas dans la lumière visible. Okay? Donc, chaque bande de longueur d'onde a des propriétés qui lui sont spécifiques. Juste pour revenir brièvement, une grosse différence qu'on remarque entre le visible et l'infrarouge,
c'est que dans le visible, vous ne voyez pas le cœur de la galaxie. OK? Le cœur de la galaxie est masqué par des nuages de gaz et de poussière. Les nuages de gaz et de poussière, ici, on les voit en sombre parce que de l'autre bord, vous avez le cœur de la galaxie qui émet de la lumière, mais vous avez des nuages de gaz et de poussière qui vont masquer la lumière qui nous arrive de la source de lumière qui est plus loin. Donc, vous ne la voyez pas. Mais l'affaire, c'est que dans l'infrarouge, soudainement, oups, on vient de voir apparaître le cœur de la galaxie. Pourquoi? Parce que les nuages de gaz et de poussière qui sont opaques dans la lumière visible deviennent transparents dans la lumière infrarouge. OK? Donc, si vous voulez voir le centre de la galaxie, vous allez prendre la lumière infrarouge. La lumière infrarouge, d'ailleurs, a d'autres types d'applications. Ça permet de voir, par exemple, le rayonnement thermique. Tous les objets, comme le corps humain, qui sont à une certaine température, mettons la peau humaine autour de 35 degrés, elle va émettre du rayonnement infrarouge. Okay? Donc, tous les objets qui sont à peu près 30 degrés vont émettre du rayonnement infrarouge. Mais tous les objets, en fait, pour émettre dans le visible, c'est juste prenez un rond de poêle puis chauffez-le. À un moment donné, quand il est très froid, il va émettre dans l'infrarouge, mais quand il est très chaud, il va émettre même dans le visible. Un rond de poêle, ça finit par devenir rougeâtre. Okay? Prenez votre rond de poêle, amenez-le à 5000 degrés Celsius, il va briller blanc, là, comme le soleil. Donc, ce qu'on a ici, c'est par exemple euh, une carte de la température des pneus d'une voiture de Formule 1 okay, qui est filmée. Donc, c'est en temps réel la température du pneu, comment elle varie. Quand on prend un virage, on met un gros stress sur le pneu extérieur, donc il va chauffer beaucoup plus, il va se refroidir pendant la ligne droite. Ce que vous avez ici, c'est justement, donc la lumière infrarouge est bonne pour détecter les sources de chaleur. Imaginez que vous avez un chevreuil sur le bord de la route en pleine nuit, que vous ne pouvez pas le voir avec vos lumières allumées, mais si vous allumez dans certaines voitures, il y a des caméras infrarouges comme ça qui vont projeter l'image dans le pare-brise. Donc, le pare-brise va servir d'écran pour projeter une image de ce qui se trouve devant vous. Vous allez voir ça ici, je pense que j'en ai une vidéo ici. Donc, on dit ici, on voit par exemple, c'est une image qui est projetée, là, c'est un cellulaire, je pense, là, dans ce cas-là, qui observe avec une caméra infrarouge. OK? Vous mettez ici, vous avez l'image. En fait, c'est pas un cellulaire parce que c'est transparent, donc c'est vraiment un heads-up display qu'on appelle là. OK? Donc, vous voyez les sources de chaleur. OK? La vidéo juste avant aussi que je voulais vous montrer. Ici, donc si vous avez de vision de nuit, vous avez dans un avion, par exemple, vous allumez le système. Donc, vous voyez qu'à l'extérieur, il fait noir, mais que vous avez une zone où on peut même ajuster la quantité de lumière qu'on veut voir. Donc, on voit bien euh, tout le détail en vision de nuit. On amplifie, ici, c'est pas tout à fait de la vision thermique, là, ça c'est plus, on amplifie la quantité de lumière qui est présente dans l'environnement, mais c'est plus évident dans la vidéo qui est ici, où là, on va vraiment vous montrer qu'on peut voir, même si on ne voit pas les objets, en fait, ici, on ne voit pas les lumières, ok, à peine. Vous avez vu la personne, on voyait la personne ici, là, avant de la voir pour vrai. OK? Donc, c'est à ça que ça peut servir. Vous voyez les sources de chaleur, en fait, avec dans le rayonnement thermique. Euh, oups. Ah, OK. Donc, d'autres applications ici, l'application du rayonnement thermique, c'est vous avez un hélicoptère, ça c'est quelqu'un, il y a eu des bombes qui ont été posées au marathon de Boston il y a quoi, il y a 7-8 ans déjà de ça. Ceux qui avaient posé les bombes, c'était caché. Un des deux, c'était caché en dessous d'une tarp, là, en dessous d'une bâche qui recouvrait un bateau. Ben, ils sont passés avec un hélicoptère de nuit, puis ils ont détecté la présence du gars à l'intérieur du bateau alors qu'il y avait une bâche par-dessus lui. Vous pouvez aussi vous en servir pour, mettons, si vous voulez savoir si vous avez des pertes de chaleur dans votre maison, s'il y a des rénovations à faire, quoi que ce soit. Il commence à avoir de plus en plus d'applications de ça qui se font pour le rayonnement thermique. Donc, si on revient maintenant plus au cours, on dit la lumière émise par le laser prend la forme d'un mince fil de lumière rectiligne. Donc, la lumière, à partir du moment où elle quitte la source, elle voyage en ligne droite, toujours. Okay? Elle voyage très, très rapidement. Elle parcourt 3 fois 10 à la 8 mètres à chaque seconde. C'est 300 000 km en chaque seconde. Donc, pour vous donner une idée, qu'est-ce que ça représente, OK? Ben, à 300 000 km par seconde, vous avez le temps de faire 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Okay?
Donc, c'est ça un peu la vitesse de la lumière. OK? Il n'y a rien, évidemment, qui peut voyager plus vite que ça. OK? Pour vous donner une idée des dimensions dans notre système solaire, par exemple, ben, à cette vitesse-là, ça va vous prendre quand même 4 secondes pour traverser le Soleil bord en bord. OK, là? Donc, même si ça fait 7 fois le tour de la Terre en une seconde, ça va vous prendre à peu près là, 4 secondes pour traverser le Soleil d'un bout à l'autre, pour parcourir le diamètre du Soleil. OK? Le diamètre du Soleil est essentiellement 110 fois celui de la Terre. OK? Même à cette vitesse-là, ce que ça veut aussi dire, c'est que ça prend 8 minutes à la lumière pour partir du Soleil puis arriver jusqu'à la Terre. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit que la Terre est située à 8 minutes-lumière du Soleil. Ça veut dire que ça prend 8 minutes à la vitesse de la lumière pour partir du Soleil puis arriver à la Terre. Donc, si soudainement le Soleil, pour une raison qui nous échappe, se trouvait à exploser maintenant, ben, ça prendrait 8 minutes avant qu'on s'en rende compte parce que l'information prendrait 8 minutes à voyager jusqu'à nous. OK? Pour mettre les choses en contexte, la distance entre la Terre et la Lune est d'à peu près une seconde lumière. OK? Donc, ça prend à peu près une seconde à la lumière de partir de la Terre et se rendre jusqu'à la Lune. OK? Donc, vous ferez la question 6, en fait, dans les notes de cours. Là, on dit la distance entre la Terre et le Soleil est de 1,5 fois 10 à la 11 mètres. Combien de temps il faut-il à la lumière pour se rendre? Vous allez voir, c'est à peu près 8 minutes que ça prend. OK? Pardon. Pour vous donner une idée des dimensions du système solaire, donc on a dit, imaginez que vous êtes un rayon de soleil, un rayon de lumière, puis vous partez du soleil, puis vous voyagez. Ça va vous prendre 8 minutes pour vous rendre jusqu'à la Terre. OK? Combien de temps ça va vous prendre pour vous rendre à Pluton? Ça va vous prendre 5h30. OK? Donc, imaginez que vous êtes, je sais pas moi, le soleil, puis que le soleil, c'est l'échangeur entre l'autoroute 15 et l'autoroute métropolitaine à Montréal, là, à côté du South Rockland, là, boulevard L'Acadie, dans ce coin-là, la sortie 0 essentiellement. Puis vous partez sur la 15 Nord. OK? En 8 minutes, vous avez le temps de faire quoi? Une quinzaine de kilomètres. Vous avez le temps de vous rendre essentiellement, mettons, à 4,40. OK? Donc ça, ce serait faire distance Soleil-Terre à la vitesse de la lumière. Ben, c'est la même affaire que faire 13 km sur l'autoroute 15 Nord. Donc ça vous prend à peu près 8 minutes pour faire ça à 120 km/h. OK? Ben, pour vous rendre à Pluton, vous allez rouler pendant 5h30 sur l'autoroute. OK? Donc, vous roulez sur l'autoroute pendant 5h30, là, vous êtes rendu je sais pas où, là, vous êtes rendu en Abitibi peut-être, non, je sais pas, 5h30, c'est à 117, où c'est que ça vous mène, là, mais c'est ça le point, ok, là? Donc, si vous partez sur l'autoroute puis vous montez pendant 5h30 vers le nord, c'est l'équivalent de dire que vous êtes rendu à Pluton. Présentement, l'objet le plus loin de la Terre, l'objet humain le plus loin de la Terre, c'est Voyageur. Attendez, on va le retrouver. Oh, je sais pas ici. Donc, Voyageur 1, qui est situé. Oh, attendez une seconde. Ça va aller plus vite si je trouve ça comme ça. Donc, Voyageur 1 est présentement à environ OK, 125 unités astronomiques, 126 unités astronomiques. Une unité astronomique, c'est la distance entre le Soleil et la Terre. Donc, 126 fois cette distance-là. Et la lumière prend, OK, à cette vitesse-là, l'aller-retour dure, bon, ça c'est Voyageur 2, mais Voyageur 1, l'aller-retour dure One Way Light Time, 21 heures. Donc, la lumière va partir du Soleil, va prendre 21 heures à se rendre à la sonde Voyageur, qui est l'objet le plus loin de la Terre. OK? Donc, l'objet fait par l'humain le plus loin est à 21 heures lumière du Soleil. Donc, la lumière va voyager pendant 21 heures avant de s'y rendre. C'est 4 fois plus loin que Pluton. OK? Là, rendu là, on est dans l'espace interstellaire. On est sorti de la zone d'influence du Soleil, puis on approche de l'espace intersidéral entre les étoiles. OK? Combien de temps la sonde voyageur va-t-elle voyager avant de se rendre à l'étoile la plus proche du Soleil, qui est Alpha du Centaure? Alpha du Centaure est situé à 4,5 années-lumière de la Terre.
Donc ça veut dire que, imaginez votre voiture de tantôt, là, vous roulez sur l'autoroute là, à 5 heures. Vous roulez pendant 5 heures, vous arrivez à Pluton. Après ça, vous roulez de 5 heures à 4 ans et demi. Il se passe rien. Il n'y a rien. Vous rencontrez rien. Une coupe de garnottes dans le nuage de Oort, là, mais ça compte pas. Donc, vous rencontrez rien pendant 4 ans et demi. Ben, à la vitesse de la lumière, ça prend 4 ans et demi. Mais à la vitesse à laquelle voyageur 1 ou 2 se déplace, ça va prendre à peu près 20 000 ans, OK, pour faire ça. Donc, c'est long. OK, c'est ça que ça veut dire. Donc, prenez 4,5 années-lumière, vous vous rendez à l'étoile la plus proche du Soleil. Mais c'est pas tout ça. Si vous voulez traverser notre Voie lactée, je vous parlais de la galaxie d'Andromède tantôt, c'est à peu près 100 000 années-lumière. OK? Le diamètre de notre galaxie à nous. OK? Puis, mettons, vous voulez voyager jusqu'à la galaxie d'Andromède. OK? Ben, Andromède est situé à 2,6 millions d'années-lumière. Donc, vous allez voyager à la vitesse de la lumière pendant 2,6 millions d'années avant de vous rendre à Andromède, qui est juste la galaxie la plus proche de la nôtre. OK? La galaxie majeure la plus proche de la nôtre, je devrais plutôt dire. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe si vous continuez de voyager? Bien, vous allez voir quoi? Vous allez voir des étoiles, puis vous allez voir des galaxies, des galaxies, des galaxies. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que l'univers est âgé d'environ 13 milliards d'années-lumière. Ça veut dire que vous pouvez voir autour de vous jusqu'à une distance d'environ 13 milliards d'années-lumière. Ça veut-tu dire que c'est la dimension de l'univers ou qu'on est au centre de l'univers? Non, 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 non. Ça veut juste dire que ce qui est plus loin que ça, on n'y a pas accès parce que la lumière n'a même pas eu le temps de se rendre jusque-là à la vitesse de la lumière. Donc, il y a des galaxies à perte de vue. Ça ici, pour vous donner une idée, qu'est-ce que c'est? C'est une photo qui a été prise par Hubble, qu'on appelle Hubble Deep Field. Vous prenez une région dans le ciel qui est plus petite que la pleine lune, okay, où il n'y a rien. Vous prenez la région la plus sombre dans le ciel, puis vous laissez le télescope Hubble pointer là-dessus pendant genre 24 heures, à peu près avec l'obturateur ouvert, accumuler de la lumière. Vous allez voir ça apparaître. Là-dessus, chaque point est une galaxie. Okay? Donc, chaque point lumineux sur cette image-là est une galaxie qui comporte une centaine de milliards d'étoiles. Donc, il y a des centaines de milliards de galaxies qui contiennent chacune des centaines de milliards d'étoiles. Donc, c'est quoi la probabilité qu'on soit tout seul dans l'univers? OK? C'est complètement infime. C'est ça qui est fascinant un peu de l'astro. Oui, on ne se pose pas ces questions-là à tous les jours, là, OK? Mais c'est tellement gros l'univers, ça n'a aucun sens, OK? Comment c'est gros. Puis c'est quoi la probabilité qu'on soit tout seul dans l'univers à réfléchir à ces questions-là? L'univers, on sait qu'il évolue depuis 13 milliards d'années depuis le Big Bang, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que l'univers, dans le fond, on est le fruit de l'évolution de l'univers. Puis l'univers a réussi à créer quelque chose, l'espèce humaine, qui est rendue à réfléchir sur l'existence de l'univers. Donc l'univers a littéralement créé quelque chose qui est capable de réfléchir sur sa propre existence. OK? Puis si vous ne trouvez pas ça flyé, ben, je sais pas qu'est-ce que vous allez trouver flyé dans votre vie, ok? Moi, personnellement, celle-là, je ne l'ai pas encore digérée complètement, ok? Mais bon, on peut en jaser longtemps. Je vous invite à aller voir, à répondre aux questions dans les notes de cours, ok? Dans les notes de cours, si on continue, là, vous avez par exemple comment fonctionne un laser. Puis vous avez le Stenopé, dans le fond, qui est la première version de la caméra qu'on a connue, qu'on a développée. Vous faites passer la lumière d'un objet à travers un tout petit trou, tout simplement. Donc un Stenopé, c'est vraiment juste une paroi opaque dans laquelle on perce un très petit trou. Pardon. Puis on va voir apparaître sur l'écran euh, l'image inversée de ce qu'on observe. Donc les premières caméras photographiques étaient faites comme ça. Okay? Il y a plus de 2000 ans, okay, on a déjà fait, Aristote a déjà inventé ça. Ben, puis probablement quelqu'un l'avait fait avant lui. Là, euh, le problème, c'est ça qu'on dit, c'est que l'image produite par un synopé n'est pas super. Okay? Plus on agrandit le trou pour laisser passer de lumière, plus l'image devient floue. Donc, il faut avoir le trou le plus petit possible pour avoir l'image la plus nette possible. Mais en même temps, l'image devient très sombre parce que il y a moins de lumière qui rentre dans l'appareil. Donc, il faut attendre autour de 1589 pour qu'on remplace le petit trou par une lentille. Puis là, après ça, c'est devenu une caméra par la suite. Puis c'est l'ancêtre des caméras modernes, autrement dit. OK? Donc, observer un synapé en classe, ben, on s'entend là-dessus, not this time, OK? Pas cette fois-ci.
Mais qu'est-ce qui se passe si vous diminuez la distance entre l'objet et le sténopé? Qu'est-ce qui va arriver à l'image? Ben là, ça aussi, ça serait au moyen des explications, des observations qu'on ferait, là, c'est difficile de le voir. Mais l'image a tendance à s'agrandir. Donc, on dit au moyen d'un schéma, montrer que l'image sur l'écran est nécessairement renversée par rapport à l'objet. Mais dans le fond, comment est-ce qu'on fait ça? On va faire ça en regardant. On va changer un petit peu de sujet ici. OK? Donc, dans le fond, tous les points de l'objet émettent de la lumière dans toutes les directions. OK? Donc, en particulier, le sommet de l'objet émet de la lumière dans toutes les directions. Ça donne que toute la lumière est bloquée par le masque, mais il y a juste un faisceau lumineux. Tant que le trou est assez petit, il y a juste un faisceau lumineux qui va se réussir à se rendre à l'écran. Donc, l'image du sommet de l'objet va apparaître ici sur l'écran. On pourrait... Il y a juste un rayon qui réussit à se rendre à l'écran. On pourrait faire le même raisonnement pour le bas de l'objet. Donc, le bas de l'objet émet de la lumière dans toutes les directions. Il y a un seul rayon lumineux qui réussit à se rendre jusqu'à l'écran. Donc, on va avoir deux rayons qui vont arriver. Pour nous, si on veut trouver de quoi va avoir l'air l'image, on a juste besoin de ces deux rayons-là. Un rayon qui trace le sommet de l'objet, un qui trace le bas de l'objet, puis on voit que l'image va apparaître renversée à l'écran. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe si on approche la distance, si on approche le sténopé ou si on agrandit le trou? Là, on ne verra plus aussi clairement parce que si on agrandit le trou, il va y avoir plusieurs rayons qui vont passer, qui vont donner une image du sommet à plusieurs endroits. De cette façon-là, l'image va devenir plus floue. OK? Donc, pour la suite ici, on va utiliser, pardon, bon, on disait montrer que l'image devient plus grande si on diminue la distance. Donc, si on rapproche l'objet, l'image va devenir plus grande. Vous le vérifierez. On a pris un objet de la même grandeur, le sténopé, c'est juste qu'on a rapproché le sténopé de l'objet. OK. On dit si le trou est trop gros, qu'est-ce qui va se produire? C'est que là, on... Là maintenant, ce qu'on aurait, je vais vous montrer ça ici. Donc, on a notre objet, la lumière va rentrer ici, mais la lumière va aussi rentrer ici. Puis elle va aussi rentrer ici. Donc, si le trou est trop gros, le sommet de l'objet, son image va apparaître à plusieurs endroits. Donc là, il va y avoir confusion. Oups. OK. OK. Qu'est-ce qui est où? Donc, c'est pour ça que l'image va être floue. OK. Parce que vous aurez pu un endroit où apparaît le bas de l'image, un endroit où apparaît le sommet de l'image. Vous allez avoir plein de points sur l'écran où va apparaître plein de morceaux de l'image. Donc, vous allez voir flou sur l'écran. On dit, pour résoudre des problèmes numériques avec les sténopées, on va utiliser les triangles semblables. OK? Donc, vous vous souvenez des triangles semblables, c'est des triangles, par exemple, qui ont les mêmes angles. OK? Donc, vous avez le même angle θ ici, le même angle droit en bas ici. Donc, vous avez des triangles semblables. Si vous vous souvenez de vos notions qu'on avait vues plus tôt dans la session, le sinus d'un angle, par exemple, si on trace trace un triangle, OK? Le sinus de θ, la tangente ici dans notre exemple, tangente de θ, c'est le côté opposé, V, sur l'hypoténuse, sur le côté adjacent H. OK? Ben, si vous avez si vous avez des triangles semblables, comme c'est ici, OK? Donc vous avez le même angle là, le même angle ici qui est partagé par les deux. Donc V sur H, qui est le petit h ici. Ça c'est grand H ici, ça c'est grand V. Donc la tangente de θ, c'est petit v sur petit h, mais c'est aussi grand V sur grand H. OK? Donc vous avez des triangles semblables ici. Les triangles semblables comme ça, c'est la même affaire. Donc, vous prenez juste celui-ci, puis vous le basculez de l'autre côté. Vous avez des angles opposés par les sommets, autrement dit. Si vous avez, mon curseur, donc vous avez quelque chose comme ça ici. Ça, c'est des angles opposés par le sommet, donc nécessairement, c'est des angles qui sont identiques. Donc, comme c'est deux triangles rectangles, ben, angle pareil, 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 donc ça va être des triangles semblables. Ça, c'est petit h sur v, ça, c'est grand h sur grand v.
tangente de θ est égale à V sur H est égal à grand V sur grand H. OK? Donc, vous avez des triangles semblables. OK? Donc, pourquoi ça s'applique au problème du sténopé? C'est parce que dans le problème du sténopé, c'est exactement ce que vous avez. Donc, vous avez un objet qui a une certaine hauteur O, puis vous allez avoir l'autre côté une image qui a une hauteur I. Donc, nous, ce qu'on a besoin de connaître ici, c'est cette distance-là. Puis cette distance-là, on vous donne un exemple où ça mesure 8 cm, ça mesure 20 cm, puis que votre objet, votre image mesure 6 cm. Donc on sait que O sur 8 est égal à 6 sur 20. Donc on a juste à faire une règle de 3, O fois 20, les produits croisés est égal à 6 fois 8. Après ça, divisé par 20 des deux côtés, on trouve que la hauteur de l'objet, c'est 6 fois 8 sur 20, 2,4 cm. Okay, donc les problèmes de sténopée sont tous comme ça ici. Okay. Pardon. Donc on a, ça met fin là, aux notes de cours ici. Là. Vous irez voir, vous regarderez ça, vous avez les réponses. OK. Puis on va reprendre au prochain cours avec ombre et pénombre. OK.